On voulait plutôt que nous rentrions dans le RPG. Moi, je ne suis pas RPG. Je ne suis pas RPG, je ne le serai jamais. Mais j'ai participé, j'ai aidé le RPG, le candidat du RPG, à être à la tête de l'État. Je n'étais pas le seul, on était nombreux. Quel a été votre apport financier dans cette campagne, monsieur le Président? Je ne vais pas parler de ça parce que je n'ai jamais calculé, j'ai donné. Chaque fois que cela a été nécessaire, j'ai donné. Je n'en faisais pas la comptabilité. Et il y en a, je voudrais profiter pour vous dire que ceux qui naïvement disent que M. Kouyaté avait dit qu'il est entré dans ça sans condition, moi je suis respectueux de ma parole donnée. J'ai fait cette déclaration ce jour suite à une déclaration de Syria quand on lui a demandé quelles sont les conditions. Il a déclaré les conditions. J'ai trouvé cela peut-être gênant. J'ai promis, nous nous sommes promis, le professeur Alpha, candidat Alpha et moi, que l'accord signé resterait secret. Quand la presse me demande, je vais dévoiler, alors que j'ai donné ma voix, ma parole, mais de façon stupide. Il y en a qui disent aujourd'hui, mais il a dit que c'était sans, il ne connaissait rien de la politique. Lui et moi, entre lui et moi, c'était qu'on ne publie pas, pour ne pas le gêner. Et c'est ce que j'ai respecté. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'était sans condition. Mais lui savait qu'il y avait une condition, des conditions, et je savais qu'il y avait des conditions. Monsieur le Président, si c'était à refaire, le referiez-vous? On m'a souvent posé cette question. J'ai dit que la question devient très abstraite quand vous posez la question de ce genre. Si c'était à refaire, le referiez-vous? Si c'était à refaire, ça signifie que je n'allais pas aujourd'hui anticiper le comportement réel du président vis-à-vis de ses engagements par rapport à la République et par rapport à la nation. Je n'allais pas savoir, et je n'étais pas censé savoir, qu'il n'allait pas travailler pour la liberté d'expression, ce pourquoi il s'est battu beaucoup d'années. Je n'allais pas savoir qu'il allait phagocyter donc cette liberté. Je n'allais pas savoir qu'il allait prendre le contraire, l'inverse, les antipodes même de ceux qui constituent l'économie que je souhaitais le plus pour ce pays, qui assurait l'épanouissement de l'homme dans sa libre entreprise de faire du commerce, de faire du transport, de faire des services, sans que cela ne soit plombé par des initiatives d'État, des magasins témoins qu'on mettait par-ci, par-là, comme en 1960. Je n'allais pas pouvoir savoir tout ça. Je n'allais pas savoir qu'il allait tordre le cou au règlement de la justice, au respect de la déontologie et de la séparation des fonctions. Je n'allais pas savoir qu'il allait avoir à demander au Conseil national de transition, qui tient lieu de parlement, d'assemblée, de lui envoyer, n'est-ce pas, des projets de loi, un projet de loi avec 3 options, et que c'est lui, exécutif, qui allait choisir une de ces options. Je n'allais rien savoir de tout cela. Et si ça s'était donc passé dans les mêmes conditions, eh bien, je vous dis que je n'allais pas regretter de faire la même chose, parce que j'allais être ignorant de beaucoup de choses qui allaient se passer après. Ne détachez jamais la décision de son contexte. Près de 2 années après la présidentielle, nous peinons à organiser des élections législatives. Pourquoi, selon vous, nous tardons à organiser ces élections et qu'est-ce que vous proposez pour que nous allions le plus tôt à ces élections que vous voulez crédibles? Pourquoi? D'abord, c'est parce que je crois que la meilleure garantie pour le président, c'était qu'il respectât le délai de 6 mois qui est prescrit par la loi. Et s'il l'avait fait, c'est sûr qu'il était sûr aussi de remporter la majorité. Mais qui lui donnait cette majorité? Est-ce le RPG ou le mouvement Arc-en-Ciel qui lui a assuré la victoire, n'est-ce pas, au second tour? Je vous dis sans hésiter un seul instant que ce n'est pas le RPG qui allait l'élire président de la République ici. Quelle qu'ait été leur endurance, leur courage, que je salue d'ailleurs,
Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui donner les 18% qu'il a reçus au premier tour. Mais l'amener jusqu'à la présidence, ce n'était pas le RPG qui a pu le faire. C'est une alliance. Une alliance qu'il a cassée, une alliance qu'il a démantelée. Parce que, élu président, il a pensé maintenant que c'était le moment pour lui d'être soutenu par une majorité composée, n'est-ce pas, du RPG et d'affidés. Et parmi ces affidés, je ne fais pas partie. Et comme d'autres, comme les Kassori, comme, n'est-ce pas, beaucoup d'autres qui ont dit qu'ils ne font pas partie du RPG. Voilà d'abord l'une des raisons réelles pour lesquelles les élections ont retardé. Étant donné que la majorité n'était pas sûre, alors il fallait trouver des artifices. Weymark à la place de Sagem, et Weymark amené chez nous ici par un marché de gré à gré, alors que compte tenu de la dimension politique de cette affaire, il fallait être très précautionneux et le faire ne serait-ce que par voie d'appel d'offres. Cela n'a pas été fait. Et Weymark comportait des lacunes techniques qui ont été avérées et par un rapport du PNUD et par un rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, le temps passe. Et le temps passant, la gestion d'un pays est toujours difficile. Les espoirs, la déception vient petit à petit. Et ceux qui pensaient trouver qui pensaient que la viande, le kilo de viande allait coûter 20 000 francs, eh bien, à leur grand dent, le kilo de viande coûte aujourd'hui, je crois, dans les 34 000 francs. Et malgré l'accord signé entre les bouchers et l'État, de laisser ça à 24 000, alors on est à 34 000. Tous les prix ont augmenté ainsi. Et est-ce que vous pensez que les agents économiques seront, si vous voulez, heureux de ça? Et malgré la ponction faite sur la masse fiduciaire, c'est-à-dire la masse d'argent en circulation, quel impact cela a eu sur la valeur du franc guinéen? $1 se vend toujours, n'est-ce pas, contre 7 000 francs guinéens. Quand moi je quittais ici, on était à 4 000. On l'avait ramené jusqu'à 2 500. Et c'est sur demande d'ailleurs du fonds que j'ai laissé filer un peu pour se stabiliser à 4 000, 4 100 francs. On a aujourd'hui à... Quelles étaient vos recettes pour stabiliser le franc guinéen lorsque vous étiez Premier ministre? Je me suis imposé une première règle, c'est de ne jamais prendre les décisions économiques par les décisions administratives. C'est l'anti-économie. Il faut jouer sur les leviers et c'est ce que j'ai fait. Mais la gestion monétaire, la gestion d'un prix, on a souvent pensé ici à tort que la gestion des prix, la lutte contre l'inflation se mène au niveau du ministère du Commerce. Il n'y a rien de plus faux et de plus inexact. C'est la politique monétaire qu'il faut d'abord assainir. Et après, il y a là-dedans tout un éventail de décisions que j'ai dû prendre, qui n'étaient peut-être pas des moins courageux. Et il a fallu les prendre. Et immédiatement, les prix se sont stabilisés d'abord. Et après, les prix ont baissé. Il y avait une forte thésaurisation à l'époque. Les banques manquaient de liquidités. Le refinancement entre la Banque centrale et les banques primaires ne se faisait pas. Il a fallu veiller sur tout ça et rétablir ces grands équilibres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation que les économistes appellent le déséquilibre fondamental. C'est-à-dire les remèdes apportés font que le déséquilibre ne change pas. On parle de plus en plus de PPTE. Est-ce que la Guinée a, selon vous, des chances d'atteindre le point d'achèvement, vu que récemment, une délégation des institutions de Bretton Woods était là? Vous, en tant que diplomate, vous, en tant qu'un financier, est-ce que la Guinée a des chances de pouvoir atteindre le point d'achèvement? Vous savez, le PPTE a été créé dans les années 90. Il y a deux PPTE en fait. Le PPTE simple qui a été créé en 94-95, si j'ai bonne mémoire, et le PPTE renforcé. Le PPTE en lui-même a connu beaucoup de débats contradictoires, beaucoup de controverses. Parce que l'un des effets pervers du PPTE, on a dit, quand on a décidé qu'un pays pauvre d'abord et très endetté, parce que c'est cela,
Et il faut ces deux critères négatifs, être pauvre, très pauvre, et être très endetté. Mais quand on l'a dit à l'époque, certains pays qui faisaient l'effort de payer leurs dettes ont compris que si ils étaient à défaut de paiement et étant classés parmi les pays pauvres, mais qui respectaient leur engagement, qu'on allait leur venir en aide. Donc pour des pays que je ne veux pas citer, que je connais parfaitement, et c'était le cas, qui respectaient les annuités ou bien même les mensualités de leur service de la dette, les encours. Alors ces pays faisaient cela, mais dès que le PPTE, l'initiative PPTE est renforcée, c'est la deuxième phase, l'initiative renforcée qui a été prise, je crois, en 95 ou 96, et tout de suite, ces pays ont arrêté de payer leur service de la dette pour être éligibles dans cette initiative PPTE. Ça, ce sont les effets pervers, parce que ça vous amène à relâcher la bonne gestion de votre dette. Le montant de la dette n'exprime pas nécessairement la qualité de la dette. Il y a des petites dettes qui sont mauvaises, de mauvaises dettes. Dès lors que vous empruntez à court terme pour financer des choses à long terme, c'est une mauvaise dette. Le long terme doit correspondre au long terme, le court terme doit correspondre au court terme. C'est le b.a.-ba de la dette. Mais maintenant, je voudrais vous dire, PPTE, on le claironne par-ci, par-là. En tout, en tout cas il y a 2 ans, il y avait 88 pays qui avaient appliqué pour le PPTE. À ce jour, 80 ont eu accès. Il n'y a que 8 pays. Sur les 8 pays, vous aviez 3 pays qui ne sont pas éligibles d'office parce qu'il y a comme une sorte de vacance de pouvoir. C'est le cas de la Somalie où l'État s'est totalement désagrégé. Alors, 8, il ne reste que 5. Et la Guinée fait partie de ces 5 pelotons qui courent toujours pour avoir le PPTE. Ça, je voudrais le dire d'abord. Donc, ce n'est même pas une chose extraordinaire. C'est que c'est nous qui sommes extraordinaires. C'est le fait qu'on soit dans le dernier carré des éligibles, c'est ce qui est exceptionnel. Sans quoi la grande majorité, le premier pays qui en a véritablement bénéficié, c'est l'Ouganda. Je le dis parce que, quelque part, nous avions créé, à l'époque aux Nations Unies, nous avions créé la jonction avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour les amener à financer, n'est-ce pas, les pays qui se relèvent de guerre. Cela m'a fait conduire plusieurs délégations du secrétariat des Nations Unies et au Fonds et à la Banque mondiale. Et donc, par ricochet, j'ai suivi tout ce qui se passait dans le domaine, puisque le Fonds monétaire devait se défendre pour dire, mais on accorde déjà des crédits, tant, etc., etc. Et nous leur avons dit, oui, mais vous avez aussi à toujours donner des programmes particuliers aux pays qui viennent de sortir de guerre, et grâce aux efforts fournis, n'est-ce pas, par nos différents départements et par la coalition de pays que nous avons envoyés par-ci, par-là. La Namibie faisait partie de cela. Mais l'Ouganda était le premier pays à véritablement bénéficier de l'initiative PPTE à cause du sérieux qu'ils ont apporté. Le cas guinéen maintenant, à supposer qu'on y accède, nous aurons l'avantage maximal si il est vrai que nous payons, n'est-ce pas, les services de la dette, puisque ce n'est pas de l'argent nouveau qu'on nous envoie. PPTE, ça veut dire que vous devez payer chaque mois tel montant au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Mais pour te permettre de te soulager d'abord et de faire face à des investissements que le paiement du service de la dette empêche, alors nous te laissons le service de la dette. C'est cela. C'est une sorte de reconversion des services de la dette en un cash flow que vous allez utiliser pour le financement de vos actions. Mais et si ça trouve que vous ne payez pas, déjà depuis longtemps? Et je crois que pour la Guinée, ça doit être le cas. On ne payait pas déjà. Même si on accède aujourd'hui au PPTE, le Fonds monétaire ne nous donnera pas de l'argent. Hein? La Banque mondiale ne nous donnera pas. Ça veut dire qu'on a très peu ou rien, puisqu'on ne paye pas déjà, on n'a rien à injecter, n'est-ce pas, dans nos différents secteurs. Là où des effets, je dirais, parallèles peuvent se faire ressentir, c'est si le club de Paris, qui est le club, n'est-ce pas, institutionnel
des pays créanciers se réunit et dit, bon, étant donné que le Fonds monétaire et la banque ont accordé le PPTE, faisons cette réduction. Et je crois déjà que le Club de Paris a réduit, connaissant la situation de la Guinée, où le Club de Londres, qui est le club des créanciers privés, se retrouve, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, vous voyez, il faut relativiser tout ça, parce qu'on va donner un faux espoir au peuple en pensant que le PPTE va régler tous les problèmes de la Guinée. Ça allait nous aider beaucoup si on payait déjà et si on respectait les échéanciers, n'est-ce pas, de paiement de la dette. Peut-être que ce qu'on peut avoir là-dedans, c'est le sentiment moral de savoir, ah, mon créancier me pardonnera, m'a pardonné de ne pas payer des créances que je ne payais pas déjà. Ce soulagement moral, on l'aura. Et ajouter maintenant aux deux cas du Club de Paris et du Club de Londres. Et voilà exactement, je vous ai fait là une radioscopie du PPTE et aussi une vérité sur l'espoir que nous ne devons pas attendre de cette annulation. Nous tendons vers la fin de cette interview. Deux dernières questions tout à l'heure. Je vais déjà rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent que nous sommes aujourd'hui avec l'ancien Premier ministre, M. Lansana Kouyaté, qui est aujourd'hui le président du Parti de l'Espoir pour le développement national. Lundi dernier, après vous avez empêché de sortir, vous avez pris des décisions, notamment le retrait de vos ministres du gouvernement. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Il en est qu'ils ont effectivement quitté le gouvernement. Ils ont écrit leur lettre de démission au Premier ministre et une lettre que vous avez dû déjà lire probablement. Et ils ont dit que toute organisation répond à une discipline et que, étant donné qu'ils sont membres du parti, ils ont répondu à la discipline du parti pour annoncer qu'ils se retiraient du gouvernement. Donc je les salue, je les salue, je les salue. En tant que militant convaincu du PDN, en tant que porteur des valeurs morales de ce parti, et aussi je salue leur courage, parce qu'en Guinée, ça ne fait pas légion les démissions. Il y en a eu une démission, mais je crois que le fond n'a pas toujours été clarifié. Voilà, je ne me réfère pas, je ne dénonce personne, mais la vraie démission, c'est pour la première fois. Le président, je le disais tout à l'heure, nous tendons vers la fin de cette interview. Avant que vous ne fixiez l'objectif de cette caméra pour adresser un message de votre choix à toutes les personnes qui nous suivent, nous allons revenir en Libye où le guide libyen a été, disons, assassiné par la communauté internationale. Il faut oser le dire, dont on disait être votre parrain. Cela, on le sait, vous a beaucoup touché, la mort du guide Kadhafi. Il n'était pas mon parrain, il était un ami. Comme j'ai eu beaucoup d'amis parmi les chefs d'État, sa mort m'a touché, ça me touche toujours, parce qu'on ne peut pas être content quand un ami est mort. Au guide, comme à tous mes amis, j'ai toujours dit la vérité. Et c'est peut-être parce que ces hommes ne sont pas habitués à entendre des vérités. Vous qui osez le leur dire, ils vous considèrent déjà comme exceptionnel, et au lieu de vous mépriser, ils vous aiment. J'ai connu le guide, pas quand j'étais Premier ministre, mais c'était depuis que j'étais aux Nations Unies. Et je vous jure que ce sont des périodes qui ont été très épiques pour moi. Et parce que c'était au moment où le guide de la révolution libyenne avait au moins 3 grandes batailles contre la France à cause de l'affaire de Ténéré, l'attentat contre UTA, contre la Grande-Bretagne à cause du camp d'entraînement de l'IRA, l'armée irlandaise, qui était sécessionniste, contre les États-Unis à cause de Lockerbie, l'attentat contre la Paname. Le secrétaire général des Nations Unies, à la demande du guide, a envoyé un ami à nous, un collaborateur, Petrovski, à partir de Genève, à la demande du guide. C'était pour recueillir nos conseils. Petrovski est arrivé. Il est resté longtemps en Libye. Il n'a pas vu le guide. Et après, il l'a quitté et le secrétaire général était assez énervé. Il a appelé le guide pour lui dire, à ta demande, je t'ai envoyé quelqu'un que tu n'as pas reçu. Il dit non, tu m'as envoyé personne.
Il dit, pourquoi tu dis ça? J'ai envoyé Petrovski. Il dit, oui, pourquoi tu me l'envoies? Pourquoi pas un Africain? Et du coup, j'étais contraint de venir en Libye. C'était ma toute première rencontre avec le guide de la révolution libyenne. Je vous parle là de 94, si j'ai bonne mémoire, 94-95. Quand je suis arrivé, je lui ai dit les vérités, très dures à entendre. Et chaque fois qu'il a voulu se dire, j'ai dit, ça ne sert à rien. Je suis en train de vous livrer ce que vous ne connaissez pas. Parce que c'est en ne connaissant pas ça que vous ne mesurez pas la gravité. Bref, mort, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette conversation. Je crois que c'est ce jour que le guide a eu confiance en moi. Parce que tout ce que je lui ai dit était vrai. Et il a tout vu. Et grâce à ses efforts secrets, malgré tous les flonflons autour, il a pu régler et le problème de Ténéré, et le problème de Lockerbie, et le problème de l'IRA. Ça l'a sérieusement aidé à régler ces problèmes parce qu'on a beau dire, quelle que soit votre puissance économique, quand vous êtes sous embargo, c'est toujours difficile. Depuis, on a eu des relations. Et il était très déterminé pour la Guinée. Je ne citerai pas aujourd'hui tous les projets qui étaient en vue. Donc, je le regrette, d'abord à cause de cette amitié, mais je le regrette aussi pour les conséquences que son départ a entraînées. Tout ce que le Mali connaît aujourd'hui, c'est à peu près les impacts, les effets collatéraux de sa mort. Je ne peux pas vous dire plus, puisque vous savez ça autant que moi. Les armes qui ont été larguées là-bas et toutes sortes d'équipements largués là-bas, dont les fondamentalistes se sont emparés. Et c'est maintenant les autres pays qui sont déstabilisés. Et ces fondamentalistes disent que leur objectif, ce n'est pas le Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest. Alors prenons ça très au sérieux. Le guide était comme une sorte de soupape de sûreté, mais qu'on a levé, le reste, on va le gérer. Parlant du guide, c'était tellement lié qu'à Conakry se disait qu'il était l'un de vos principaux bailleurs de fonds, qu'il rêvait même de vous voir au président de la République. C'est pour ça qu'il ne vous refusait rien du tout. C'est ce qui se disait ici en Guinée. Je ne commenterai pas des commentaires qui sont... Les Guinéens sont très... si vous voulez, ils raccourcissent tellement les analyses que parfois répondre à tout ça, c'est vouloir se mettre à la place de ces ragoteurs. Je ne suis pas un ragoteur et demain que quelqu'un d'autre sera mis à moi, on va me dire qu'il a accumulé des milliards. Rappelez-vous bien, quand le président Sékou Touré, paix à son âme, est mort ici, on a dit qu'il a laissé des milliards, par-ci, par-là. Les Guinéens sont comme ça. Les Guinéens sont comme ça. Dès lors que vous occupez une place dans la société, ce n'est même pas dans le domaine politique, on croit que Dieu a créé les hommes pour que d'autres hommes l'accablent, le tuent. Vous savez, on aura toujours ceux qu'on mérite ici, parce que le Guinéen n'aime plus le Guinéen. Il y a des Guinéens qui parlent de moi peut-être en mal, qui ne me connaissent même pas. Quand vous dites à tel, quelque chose est arrivé à tel, c'est bien fait pour lui. Ils ne savent même pas qui il est. Voilà le Guinéen tel qu'il est. Si bien que des amis de l'extérieur, quand vous leur demandez, vous leur dites Guinéen, ils disent quel Guinéen? Guinéen d'avant l'indépendance, Guinéen des années 60 ou Guinéen de maintenant? Alors, ça se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Tant que le Guinéen n'apprendra pas à aimer le Guinéen et à essayer de faire comme celui qui a réussi dans un domaine donné, au lieu de le combattre, au lieu de le détruire. Un président m'a dit un jour que chez eux, il y a une allégorie qui dit qu'un jeune homme a demandé au génie de le rendre, de lui donner tout, de le rendre riche. Et le génie a remarqué tout de suite qu'il avait un grand frère. Il a dit au jeune, je suis prêt. Tout ce que vous demandez, pas seulement l'argent, mais vous me demandez n'importe quoi, je vous donne. Mais comme vous avez un grand frère, ce que je vous donne, je donnerai le double à votre grand frère. Alors il lui a demandé, qu'est-ce que vous me demandez? Et il lui a répondu, cassez mon œil droit, pour que les deux yeux de son grand frère soient cassés. Voilà.
Il y a beaucoup de Guinéens qui répondent à ça aujourd'hui. Nous sommes au terme de cette interview. En 15 secondes, vous fixez l'objectif de cette caméra. Vous adressez un message de votre choix à tous ceux qui vous suivent aujourd'hui. En 15 secondes, je dis au peuple de Guinée, faites confiance à l'avenir. L'avenir n'appartient qu'à ceux qui se battent. Refusez la démagogie. Les moments sont difficiles. Renoncez aux prébendes que vous pouvez avoir aujourd'hui contre l'avenir de vos enfants. C'est quand vous développez en vous la dignité, n'est-ce pas, qui doit pouvoir protéger vos enfants de demain, alors vous refusez la manipulation, quelles que soient les difficultés. Et je sais que ces difficultés sont réelles, mais que l'argent facile peut vous amener à renoncer à votre idéal. Comme je le dis toujours, une nation sans idéal, sans richesse est une nation pauvre. Mais sans idéal, ce n'est qu'une pauvre nation. Et ne soyons pas cette pauvre nation-là, parce que manipulée par l'argent, manipulée par les mensonges. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus chez vous. Merci infiniment. Voilà, merci. C'est ici que prend fin cette interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous étions aujourd'hui avec le Monsieur Lansana Kouyaté. Il est le président du Parti de l'Espoir pour le développement national. Merci et à très bientôt. Je vous jure sur mon honneur, si le président avait eu des difficultés à former son gouvernement, parce que je suis convaincu que le travail le plus difficile pour un président, c'est de former le gouvernement. Je le sais toujours parce que j'ai été dans beaucoup de pays, j'ai vu les présidents, les chefs de gouvernement en but à la formation du gouvernement. C'est le premier travail difficile d'un gouvernement. Si le président m'avait appelé mon beau, ou mon citoyen, ou Kouyaté, j'ai du mal à appliquer la décision que nous avons décidée, j'allais lui dire, je comprends.